écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delaval, coach au sein de l'association Génilem. Et malheureusement, aujourd'hui, sans mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment transformer une tradition familiale en une révolution de la vente à domicile ? Nous recevons aujourd'hui Élise Hernaez, passionnée par les produits de la ruche, devenue entrepreneuse audacieuse. Fondatrice de Secret de Miel, Élise va nous raconter comment elle a transformé l'amour familial pour les abeilles en une florissante entreprise de cosmétiques naturels grâce à une méthode de vente qui permet de combiner vitesse de croissance et profitabilité. On parle apithérapie, entrepreneuriat féminin, innovation produit et vente à domicile. Alors, bonjour Élise. Bonjour Cyril. On est ravis de t'accueillir dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Je suis Élise Hernaez, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis entrepreneur. J'ai fondé Secret de Miel il y a 13 ans. On va parler après de Secret de Miel, mais avant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait ? Oui, moi je suis 5e génération d'une famille d'apiculteurs. J'ai grandi donc au milieu des abeilles, au milieu des ruches, dans le centre de la France. Et en fait, j'ai toute ma jeunesse, j'ai vu mon grand-père se battre pour la défense des abeilles. Et donc, j'ai eu envie de m'engager à poursuivre son combat. Et donc, je me suis lancée dans le droit. Donc, j'ai fait des études de droit pendant tout le parcours de droit. Pour défendre après en tant qu'avocate ou juriste ? Oui, tout à fait. Je savais pas vraiment. J'avais envie de faire quelque chose autour du miel, des abeilles. J'avais cette passion en moi qui est transmise dans ma famille. Et donc, je savais pas par où commencer. Et je me suis dit, je vais faire du droit. Comme ça, je vais pouvoir mieux comprendre les enjeux autour de la protection des abeilles. Et puis en même temps, mieux comprendre les enjeux de l'entreprise. Parce que j'ai fait du droit à la fois environnemental et après du droit commercial et des entreprises. Ce choix d'études, il était compris par ta famille d'apiculteurs ? Alors, à vrai dire, j'étais passionnée par les abeilles. Le droit, ça a plus été, je savais pas forcément trop quoi faire. C'était pas encore complètement défini. Et je me suis dit, puis c'était entendu comme ça aussi dans ma famille, c'est que quand on sait pas trop quoi faire, le droit, on est sûr de pouvoir faire quelque chose de sa vie ensuite. Parce que c'était sûr qu'après, tu reviendrais dans l'entreprise familiale ? Alors, j'avais cette envie et en même temps, j'adore ma famille, j'adore ma maman qui s'occupe aujourd'hui de l'entreprise familiale, mais je me voyais pas travailler en famille. Travailler avec ma maman. Pourquoi ? Justement, j'avais peur de ces conflits familiaux. On parlait des abeilles et vraiment du lundi au dimanche, aux repas familiaux, etc. Et je me disais, moi j'ai envie d'avoir peut-être une autre relation avec mes parents, avec mes grands-parents, même si en fait j'avais ça en moi, les abeilles, le miel, l'apiculture. Et donc j'ai fait ce choix du droit sans grande avec la conviction que je pourrais faire quelque chose de ma vie avec ça, mais sans grande conviction sur le droit en tant que tel. Et donc, quand je termine droit, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, dans des entreprises, au service juridique. Et là, je me dis finalement... les études, c'était très sympa, j'ai appris plein de choses. J'étais pas du tout à l'aise pour parler en public, mais vraiment pas du tout, très timide. Et je me suis dit, en fait, je serais incapable de plaider, c'est pas pour moi. Et puis, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus concret. J'avais envie aussi je crois que j'avais l'âme entrepreneur qui s'est développée petit à petit au fur et à mesure de ces études, où je me suis dit, bon, je vais jusqu'au bout parce que j'ai commencé et ça marche bien. Mais je sens qu'il y a autre chose pour moi qui va se présenter. Et c'est quoi cette autre chose qui s'est présentée ? Et donc cette autre chose, les abeilles toujours. Je me suis dit j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans l'apithérapie. Moi j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup le milieu hôtelier. Et je me suis dit, je vais créer ma marque de cosmétiques pour des spas d'hôtel.
Voilà, je me suis dit ça au départ. À base de miel ou... À base de miel, Ok, oui, à base de miel, à base de miel. Et comment elle te vient cette idée? J'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien me faire masser dans les spas, donc je me suis dit ça serait encore plus génial que ce soit avec le miel, parce que je suis convaincue que le miel a des vertus extraordinaires pour la peau, qui sont méconnues. Hein. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il y a 15 ans, 17 ans de ça, on n'en parlait pas tant que ça du miel, même si c'est un remède de grand-mère connu depuis toujours. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, j'ai envie de transmettre ma passion. Puis tout de suite, j'ai pensé aux cosmétiques et au spa, parce que j'aime bien ça. Et comment tu passes de l'idée alors à... Alors, j'ai des parents quand même assez sympas, hein, parce que ils m'ont encouragée dans tout ce que j'ai entrepris. Et donc, je leur ai dit, bon voilà, j'ai fini le droit, mais j'ai mon diplôme, mais finalement, j'ai envie d'étudier l'hôtellerie et le management hôtelier pour créer mon spa autour du miel. Donc, je me lance dans 2 ans d'études supplémentaires, avec pas mal de voyages, des expériences dans des spas. Dans une école hôtelière? Dans une école hôtelière, oui. Et donc, j'ai adoré le milieu de l'hôtellerie, j'ai appris plein de choses. C'était hyper riche. Je me suis donc bien formée autour de la cosmétique et de l'utilisation des cosmétiques dans les spas. En plus de l'école hôtelière, alors? Oui. Ok. Oui, tout à fait. Et donc, je finis l'école hôtelière et là, je me dis, non, mais en fait, il y a autre chose pour moi. C'est encore pas ça. Finalement, voilà, je vais créer ma marque et puis je vais pas forcément la développer spécifiquement pour les spas. Je vais faire une marque plus large destinée au grand public. Et donc, Secret de Miel est né de cette idée. On est en quelle année là? Et là, on est j'ai commencé à travailler dessus en 2009. Donc, une marque de cosmétiques pour tout le monde à base de miel. Voilà. Comment c'est toi-même qui a produit les premiers échantillons? Comment ça s'est fait ça? Alors, j'ai pris contact avec des laboratoires, puisque, donc encore une fois, j'avais cette envie, mais j'ai aucune formation, ni en cosmétologie, ni en commerce, entrepreneuriat, management, etc. Mais donc, pour ce qui est des produits, j'ai contacté des laboratoires français, puisque j'avais vraiment ça, j'avais envie de créer des produits français. Et donc, j'ai contacté un laboratoire avec lequel je travaille toujours. Ça a été mon premier laboratoire partenaire qui a cru en mon projet, qui a accepté de se lancer avec moi et de faire des petites séries pour mon lancement. Et tu les as vendus à qui? Comment? Donc, j'avais cette gamme de cosmétiques et puis je voulais aussi proposer des produits de la ruche pure, donc le miel, la gelée royale, la propolis, le pollen, parce que je suis convaincue, et ça fait vraiment partie de ma transmission familiale, mais que la santé, la beauté, ça commence vraiment par notre façon de nous alimenter, de prendre soin de nous au quotidien, par l'alimentation notamment. Et donc, je voulais proposer les produits de la ruche pure parce que, voilà, Aristote disait la ruche est une pharmacie et voilà, moi j'ai grandi avec cette conviction. Donc, les produits de la ruche pure, donc qui sont produits en partie par ma famille, donc dans le centre de la France, et puis des cosmétiques, donc qui contiennent donc un très haut pourcentage en produits de la ruche pure, alliés à des plantes, donc au meilleur des actifs cosmétiques et huiles végétales, etc. Et donc j'ai lancé cette gamme. Donc j'ai commencé avec 20 produits à peu près. Alors je les ai tous reçus un jour. J'ai reçu beaucoup de palettes. Et là je me suis dit bon génial. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et donc, bon, j'avais quand même réfléchi en amont, mais je me disais, voilà, j'avais cette idée initiale des spas, d'hôtels, mais en fait, je me suis un petit peu renseignée. Je me suis dit, en fait, j'ai envie que tout le monde puisse profiter de ces soins et pas seulement les clients des spas. Et là, je me suis renseignée sur la vente à domicile. Et ça m'a paru être finalement le mode de distribution parfait pour ma gamme, puisque la vente à domicile permet vraiment une transmission, un partage autant de l'histoire de la marque que des bienfaits des produits. Et donc moi je voulais vraiment créer du lien, partager mon histoire, partager aussi tous mes secrets d'apithérapie qui sont transmis dans ma famille depuis 5 générations.
génération. Donc voilà, j'ai choisi la vente à domicile. Encore une fois, avec aucune expérience de ce mode de vente, mais je me suis dit, je vais tenter. J'ai pris d'ailleurs un contrat dans une entreprise de vente à domicile pour organiser des ventes moi-même, pour voir comment ça fonctionnait. J'ai organisé des ventes donc en tant qu'hôtesse à la maison avec des amis. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un modèle trop sympa qui permet d'entreprendre facilement. Pour celles et ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est que la vente à domicile, on est d'accord, c'est pas du porte-à-porte. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi une vente à domicile? Oui, alors donc il y a plein de façons de vendre à domicile. On peut organiser des soirées privées comme des ventes à son domicile, comme des ventes privées, faire un petit peu un showroom à domicile. On peut donc vendre aussi en one-to-one autour d'un café avec une copine, 2 copines, 3 copines. On peut faire des partenariats pour faire des animations avec des commerçants locaux. On peut aussi faire des présentations dans des comités d'entreprise. Il y a vraiment plein de façons. Donc aujourd'hui, nous, on propose aussi à nos vendeurs d'avoir un e-shop personnalisé pour pouvoir aussi communiquer sur la marque sur les réseaux sociaux. C'est tellement large la vente à domicile finalement. Tout le monde peut faire de la vente à domicile. C'est de la recommandation finalement. C'est quand on croit à un produit, on en parle. Et puis la magie de la vente à domicile, c'est qu'on est commissionné sur les ventes. Tu vois, c'est comme toi quand tu vas dans un bon resto. Si le lendemain t'en parles à tes collègues, c'est comme si tu touchais une commission dès que tes collègues vont manger là-bas, quoi. Et aujourd'hui, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de ce qui a été fait, t'as combien de vendeuses et vendeurs à domicile? Donc j'ai commencé toute seule, donc j'ai fait mes premières ventes. Petit à petit, j'ai des clients qui sont devenus vendeurs parce que je leur ai expliqué, comme je t'explique, que finalement, s'ils aiment les produits, autant les recommander autour d'eux. Et gagner un peu d'argent. Et gagner un peu d'argent, ça permet au moins de se payer sa consommation de produits et puis voire de se payer des vacances, même de remplacer un salaire. Et donc aujourd'hui, donc on est 2700 vendeurs donc en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Et est-ce que chaque vendeuse, vendeur à domicile, il fait comme il veut? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont imposées dans la manière de créer justement ces ventes? Est-ce qu'ils doivent tous faire une vente à la maison? Non, alors vraiment, chacun est libre de son temps. Ça aussi, c'est la beauté du modèle, c'est que finalement, on propose cette opportunité à tout le monde, beaucoup en complément de revenus. Beaucoup font de la vente à domicile pour compléter leur revenu et adoucir leur fin de mois, je dirais. Chacun est libre de son organisation. Donc nous, on va faire des formations, faire des recommandations parce que au bout de 13 ans d'expérience, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche moins bien. Donc on fait des recommandations, on forme nos équipes à toutes les façons de vendre. Mais après, c'est vraiment de l'entrepreneuriat pour nos vendeurs. Disons qu'ils peuvent décider, eux, de faire X ateliers chez eux parce qu'ils aiment ce format-là. Il y en a qui préfèrent les formats petit café à 2-3 copines. Il y en a qui préfèrent les formats comité d'entreprise. Enfin, chacun est libre de s'organiser en fonction du temps qu'il a y consacré et en fonction des ambitions qu'il se fixe. Est-ce que vous obligez en revenu, chaque vendeuse-vendeur est obligé de faire un certain volume ou... Non, c'est totalement libre. Nous, alors évidemment, plus le chiffre est important par vendeur, plus on propose des commissions importantes. Le pourcentage de commission augmente en fonction du chiffre d'affaires du mois. On propose aussi des cadeaux, des coffrets week-end, des voyages, des produits en cadeau également. Mais ça, tout dépend du chiffre d'affaires de chacun. Il n'y a rien d'obligatoire. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle de commission, justement? Vous laissez combien de commissions à ces... Chaque vendeur est commissionné entre 20 et 30% de ses ventes. Donc, comme je te disais, ça évolue en fonction du chiffre d'affaires. Donc, c'est entre 20 et 30%. Après, la double opportunité de la vente à domicile, et c'est là que c'est vraiment un modèle très vertueux, c'est que on peut donc parrainer ses clients ou ses amis pour qu'ils fassent pareil. Dans ces cas-là, on touche des commissions sur les ventes des personnes que l'on parraine. Et donc, ces commissions sur les ventes, ça va de 7 à 10%.
sur les personnes que l'on parraine à son premier niveau. Ensuite, elles-mêmes peuvent parrainer. Et du coup, nous, même le grand parrain, on touche des commissions aussi au 2e niveau, au 3e niveau et jusqu'au 4e niveau. Jusqu'à maximum 4 niveaux. Maximum 4 niveaux, voilà. Et donc, quand on commence à développer une équipe, là, on peut en faire un revenu équivalent temps complet. Alors c'est plus ou moins rapide, évidemment, en fonction du temps qu'on y consacre, mais en tout cas, c'est possible. Et moi, je me dis, vraiment, ce qui me fait le plus plaisir, c'est chaque début de mois, quand on verse les commissions et que je vois des conseillères qui ont démarré en complément de revenus, qui avaient du mal à la fois profiter de leur famille, travailler, joindre les deux bouts, etc., qui aujourd'hui vivent pleinement de leur commission secret de miel, qui emmènent leurs enfants en vacances, etc. Je me dis, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me dis, mais pourquoi on ne parle pas plus de la vente à domicile, qui est finalement un vecteur d'ascension sociale qui est incroyable, parce qu'on parle d'une opportunité, quel que soit l'âge, quel que soit le diplôme, quelle que soit l'expérience. Il n'y a aucune barrière à l'entrée, finalement. Parce que ces personnes-là, on est d'accord, elles ne doivent pas vous acheter un stock qu'ensuite elles revendent. Non, pas du tout. Elles sont, on appelle ça mandataire. Le contrat, c'est un contrat de vendeur mandataire. C'est-à-dire qu'elles ne prennent aucun risque personnellement. Elles passent des commandes au fur et à mesure de leur vente. Et nous, on livre les commandes, mais elles n'ont aucun stock à acheter. Donc, c'est vrai que moi, je parle souvent d'entrepreneuriat sans risque. C'est un peu, quand elles démarrent chez nous, on leur propose un business clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, du développement des produits, donc toute la logistique, de tout le marketing, la communication, on s'en occupe aussi. On s'occupe de toute la partie informatique, donc elles ont toutes un site internet propre qui est géré par nos soins. Elles ont un ERP aussi qui gère l'évolution de leur chiffre d'affaires, la fidélisation des clients, les alertes pour les réappro clients. En fait, c'est vraiment un business clé en main, sans aucun investissement et sans risque. Toi, au début, tu l'as fait toi-même. Et ensuite, ça s'est fait un peu de manière organique, ou tu avais déjà en tête cette idée d'avoir un réseau comme ça? Alors, moi, j'ai commencé moi-même en me disant, oui, dès le départ, je te dis, quand j'ai reçu les palettes de produits, je me suis dit, bon, je vais pas réussir à tout vendre moi-même, même si je suis très motivée. Donc, j'ai tout de suite voulu développer un réseau. Après, honnêtement, j'avais 25 ans, aucune connaissance business. J'imaginais pas du tout que d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, j'avais peut-être pas assez de confiance en moi pour visualiser aujourd'hui, de me dire voilà. Puis surtout tous les témoignages qu'on a de nos conseillères qui nous disent qu'on a changé leur vie avec Secret de Miel, tant avec les produits qui sont... c'est vrai que quand on choisit la vente à domicile, il faut avoir des produits exceptionnels parce que c'est du bouche à oreille. Donc, si le produit est pas bon, ça marche pas. Mais non, j'imaginais pas... je dirais pas un tel succès, parce qu'en fait, le succès, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et puis on travaille dur pour que ça se maintienne et que ça se développe ensemble. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'en être là aujourd'hui. Et du coup, donc ça, c'est une progression qui s'est faite un petit peu comme ça, de manière organique. D'abord une deuxième, une troisième, etc. Oui. etc. Oui. À partir de quand, toi, tu as arrêté de faire toi-même des ventes et que tu as dû t'occuper de mettre en place toutes ces choses dont tu nous parles, le RP, la logistique pour tes revendeuses? Alors, le RP, la logistique, ça a été... je l'ai mis en place dès le départ, puisque finalement, dès qu'on a une vendeuse, deux vendeuses, il faut quand même assurer la livraison rapide, il faut qu'elles aient un intranet pour saisir les commandes. Donc ça a vraiment été un investissement de départ. Disons que c'est vrai qu'on voit souvent la vente à domicile comme un moyen de lancer une boîte sans dépenser. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même avoir les reins solides pour assurer les produits, le stock, la logistique. Il faut aussi leur donner des outils d'aide à la vente, donc catalogue, bon de commande. Donc, il y a quand même un vrai investissement de départ. Donc, c'est vrai que dès lors que j'ai fait cet investissement, je me suis dit que de toute façon, je pouvais pas rester toute seule. Aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, au-delà du réseau, il y a combien de personnes qui travaillent pour soutenir ce réseau? Ouais, alors on est 11 au siège.
Et puis, on travaille aussi avec des partenaires externes. Donc, par exemple, on a un partenaire logistique donc pour assurer toute l'expédition des commandes tous les jours. Et après, on travaille, on a une agence de presse, on travaille avec aussi des partenaires externes pour soutenir notre croissance. Et puis ce réseau, parce que tu dis beaucoup vendeuse. C'est des conseillères. Plus, ouais. Finalement, je dis vendeuse parce que le statut, c'est vendeur indépendant, mais c'est vraiment des conseillères, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour vendre, mais alors la finalité, c'est qu'elles vendent, mais elles sont là pour vraiment conseiller, et c'est ça aussi la force du modèle en vente à domicile, c'est que elles apportent vraiment un conseil personnalisé et un suivi à leurs clients qui sont souvent des amis. Et donc, cette notion de conseil, elle est très importante. Comment vous les recrutez, ces personnes ? Alors, donc on les recrute beaucoup en bouche à oreille, c'est-à-dire... aujourd'hui, les 2 tiers de nos conseillères. Alors, il y a aussi des conseillers, pas beaucoup d'hommes, mais il y en a quand même. Donc, les 2 tiers de nos conseillers étaient clients avant. Et donc, ils aimaient les produits, ils les achetaient régulièrement et ils se sont rendus compte que finalement, s'ils devenaient conseillers, déjà, ils auraient des offres sur ces produits, donc ils pourraient les avoir à moins cher. Et ensuite, ils seraient commissionnés sur toutes leurs recommandations à leur entourage. Ces conseillères, elles restent longtemps, elles font 3-4 ventes et après elles arrêtent, ça dure dans le temps. Il y a des tendances comme ça ? Alors, c'est en effet un challenge de les fidéliser. Puisque, comme je te disais, on est sur du complément de revenus, donc très peu comptent sur Secret de Miel vraiment pour payer les factures à la fin du mois. Mais nous, on a vraiment à cœur de les fidéliser. Vous faites quoi pour ça ? Donc, pour ça, on met en place déjà pas mal de formations. Donc, on a tout un programme de formation qui leur permet vraiment de monter en compétences. Donc, on les forme à la fois aux produits, aux techniques de vente, mais aussi de fidélisation. On va les former aussi donc au parrainage, comment donner envie à ses clients de faire comme elles. Après, on va les former au management. On fait des formations en développement personnel. Donc, c'est très riche. On propose vraiment plein de formations. On fait du coaching également, donc pour qu'elles développent un état d'esprit entrepreneurial, qu'elles prennent confiance en elles, qu'elles se rendent compte qu'elles ont du leadership et puis qu'elles arrivent à le transmettre. Donc, on les accompagne vraiment en termes de formation et de développement personnel pour qu'elles gagnent en confiance. Et ça, évidemment, ça les fidélise parce qu'elles se rendent compte à quel point elles développent des compétences avec nous. Elles ont le droit de vendre d'autres choses, d'autres marques ? Oui, tout à fait. Elles ont le droit d'être multimarques. Elles le font ? Alors, elles le font pas toutes parce que... donc oui, il y en a qui le font, qui voient une certaine synergie entre des marques. Mais c'est vrai que le seul souci, c'est que quand déjà on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la vente à domicile, si on développe 2 marques en parallèle, plus qu'on a son job à côté, plus sa famille, etc., on risque vite de se cramer finalement à essayer de tout savoir des 2 modèles, parce que chaque entreprise a quand même son fonctionnement propre. Donc c'est pas quelque chose que je recommande, mais après beaucoup le font et elles sont libres de le faire. Les principaux challenges pour toi, aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, notre challenge principal, c'est de continuer à recruter des nouvelles conseillères et conseillers. Parce que, en effet, même si on arrive quand même très bien à les fidéliser par rapport aux moyennes du secteur, il y a quand même toujours des conseillères qui prennent un autre job, qui déménagent, qui, pour des raisons personnelles, vont arrêter. Et ensuite, c'est vrai que plus on est nombreux finalement dans la ruche, plus il y a un attrait autour de l'apithérapie, autour des produits qu'on propose, et plus ça donne envie à des nouvelles conseillères de nous rejoindre. Donc pour nous, c'est un challenge de continuer en fait à communiquer sur la marque et sur les opportunités de la vente à domicile pour toujours recruter plus, parce que plus on est nombreux, plus nous on peut développer des nouveaux outils, des nouveaux produits, organiser des événements de plus en plus importants, de plus en plus souvent, Mais est-ce que vous avez d'autres canaux de vente
en parallèle de ça? Non, alors c'est vraiment quand on fait le choix de la vente à domicile, je trouve que c'est important d'être sur ce canal exclusivement parce que sinon ça peut vite être vu comme une concurrence pour les conseillères qui se donnent quand même, qui donnent toute leur énergie pour faire connaître la marque. Après, si finalement on la trouve dans un magasin, c'est un peu dommage. Alors on a quand même un e-shop sur lequel on communique pas du tout. Et puis toutes les ventes chaque conseillère a une URL personnalisée qui permet en fait de toucher les commissions qui sont passées via son e-shop. Non, je dirais que pour nous c'est notre canal de vente numéro 1. Je ne sais pas si tu peux communiquer sur ces chiffres, mais en tout cas une tendance, le pourcentage un petit peu de chiffres qui est fait via le site internet, qui est en fait des commandes de réassort, vu que ce sont vos conseillères qui donnent leur URL, c'est de l'affiliation. Enfin, ça pourrait être vu comme de l'affiliation versus le reste. On est sur quoi? C'est 2-3% de chiffre d'affaires? Ouais, c'est 5, même pas, 5%. 5%. Donc vraiment, le réflexe des consommatrices et des consommateurs finaux, c'est de rappeler leurs conseillères quand ils ont besoin, quoi. Alors oui, et nous, on essaye de former plutôt à l'inverse, c'est que les conseillères soient proactives et puis qu'elles rappellent leurs clients pour vérifier, pour récolter des témoignages, parce que c'est vrai qu'on n'a que des témoignages positifs et du coup, autant les récolter et les communiquer. Et puis, on sait très bien que le client, il ne va pas forcément avoir le réflexe de rappeler sa conseillère si tout d'un coup, son tube de crème est vide, il ne va pas forcément avoir le réflexe de rappeler. Donc, nous, on forme nos conseillères et donc un chiffre qui est assez rigolo, c'est que pour vraiment avoir une fidélité à vie du client, il faut qu'il ait acheté 7 fois le même produit sans en avoir acheté d'autres entre-temps, quoi. Donc ça, voilà, c'est le type de fun fact qu'on donne à nos conseillères pour leur dire, vous voyez, c'est important de rappeler vos clients et c'est aussi ce qui fait notre force en vente à domicile, c'est qu'on a cette proximité avec le client, donc c'est important de l'entretenir. Et puis, on a l'ERP dont je te parlais tout à l'heure qui leur permet d'avoir la date anniversaire de leurs clients, les alertes de réassort, donc tout est mis en place pour vraiment favoriser cette fidélisation client. Et pour mettre en place tout ça, c'est des choses que tu as apprises sur le tas ou c'est des choses où vous êtes fait accompagner? Comment? Alors, un petit peu des deux. Moi, je suis toujours beaucoup en contact de mes conseillers et conseillères. Je vais sur le terrain vraiment tous les mois. Donc, toutes leurs idées, on les met en place. Vraiment, tout ce qu'on peut mettre en place, on le met en place. Moi, je fais encore beaucoup de ventes moi-même, donc je vois aussi les retours clients, les retours du terrain, les challenges que nos conseillers peuvent avoir sur le terrain. Après, on fait appel à des partenaires qui connaissent la vente à domicile, donc qui, eux, vont pouvoir nous suggérer aussi des idées. Typiquement, la date d'anniversaire, ça faisait partie des programmations de base de notre ERP qui est spécialisé en vente à domicile. Je ne sais pas si je suis biaisé moi, parce que j'ai jamais participé à titre personnel à une de ces ventes à domicile, mais c'est vrai que souvent, quand on échange avec des entrepreneurs, il y a un peu une vision un peu vieillotte de ces ventes Tupperware, un peu à l'américaine, avec une vieille ménagère de 50 ans qui fait ça. Aujourd'hui, vous touchez tout. T'es d'accord avec cet a priori ou pas? Alors, en effet, moi, c'est ce que j'essaye de combattre, c'est cette vision vraiment vieillissante ou ménagère de la vente à domicile. Nous, la moyenne d'âge de nos conseillères, c'est 38 ans. Ce ne sont absolument pas des ménagères, même si je ne sais pas pourquoi il y a cette vision de la ménagère, alors que malgré tout, même la ménagère Tupperware, elle avait quand même le courage de se lever le matin, de travailler pour gagner en indépendance financière. Donc, mais c'est vrai que moi, je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas plus cette vision vraiment entrepreneuriale de la vente à domicile qui fait que toute femme peut gagner en indépendance financière, peut gagner en épanouissement aussi, peut gagner en équilibre familial grâce à la vente à domicile qui permet de gérer son temps comme on l'entend. Et nous, aujourd'hui, on a énormément de jeunes mamans qui choisissent de se lancer en vente à domicile pour voir grandir leurs enfants tout en gagnant leur vie.
et je trouve ça vraiment beau et j'aimerais qu'on en parle plus dans les médias et dans les médias. Je trouve qu'il y a toujours cette vision Tupperware qui, au final, est une belle réussite. Hein. Et il y a aussi, parce que dans l'entrepreneuriat, on est toujours, quand on veut démarrer un projet entrepreneurial, on est toujours lié, lié à cette notion de risque. Et là, tu expliquais tout à l'heure où ces personnes-là, elles doivent pas acheter, elles doivent pas. Tu peux nous parler justement de cette notion de risque. Ouais. Ouais, mais oui, c'est vraiment de l'entrepreneuriat sans risque, puisque tous les risques, moi je les ai pris finalement quand j'ai créé l'entreprise. Et aujourd'hui, cette opportunité, c'est de pouvoir travailler avec moi et partager sa passion pour la beauté, le bien-être, qui est quand même une passion commune à énormément de gens, et sans avoir d'investissement à faire, sans prendre de risques, sans avoir un pas de porte à acheter, sans avoir à gérer du stock, des invendus, des salariés, même si on décide de monter une boutique. Donc c'est vraiment 100% indépendant, mais indépendant accompagné, puisque, comme je te disais, nous, on leur fait des formations, on leur fournit tout le matériel nécessaire pour qu'elles puissent travailler. Et donc, c'est vrai que c'est de l'entrepreneuriat sans aucun risque. Et en plus que l'on peut finalement mettre en pause, on a des conseillères qui s'arrêtent pour un congé parental, par exemple, et puis qui reprennent juste après, là où elles se sont arrêtées finalement. Ça n'a aucune incidence, alors que ça serait totalement différent pour une entreprise. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas pu prendre de congé pour la naissance de mes enfants. Et donc, moi, j'avais à cœur de pouvoir offrir ça à toutes les femmes, c'est de se dire, vous pouvez entreprendre avec moi, mais sans prendre les risques que moi j'ai pris. Et moi, je suis heureuse de les avoir pris, et encore plus aujourd'hui en voyant après 13 ans où on en est. Mais voilà, la vente à domicile, ça permet à des jeunes femmes d'entreprendre sans risque. Et on sait en plus que les femmes, souvent, ont ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'elles ont peur d'entreprendre, elles n'osent pas. Et là, on leur dit, voilà, le seul risque que vous prenez, c'est de réussir, de vous éclater, de compléter vos revenus, mais même de pouvoir en vivre pleinement, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de femmes qui vivent pleinement, qui sont des vrais entrepreneurs, qui ont ouvert des sociétés, qui organisent leurs propres séminaires. Enfin, c'est extraordinaire. Et justement, alors si au-delà de celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent rejoindre ce réseau-là, mais il y en a peut-être d'autres qui ont des idées de business, puis qui se disent, moi je vais aussi utiliser ce canal de vente, tu recommanderais quoi aujourd'hui? Ça serait quoi ton conseil pour une entrepreneuse ou un entrepreneur qui veut monter un modèle comme le tien? Alors, mon premier conseil, c'est déjà d'être conscient de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que c'est très important de faire soi-même ses ventes, de tester soi-même en fait, tout ce qu'on va proposer ensuite à nos conseillers et conseillères. C'est la raison pour laquelle toi, tu continues de le faire? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que on est beaucoup plus pertinent dans toutes les formations qu'on leur donne, tous les outils qu'on met en place, si on fait les choses et si on les a testés sur le terrain. Donc ça, c'est hyper important, ne jamais être loin du terrain, quoi. Ça, c'est le premier conseil, t'en as d'autres? L'autre, c'est de foncer, hein. Moi, je trouve que voilà, c'est un monde en plus vraiment hyper riche, le monde de la vente à domicile, les conseillères, moi, c'est des femmes que j'admire tellement, quoi, qui sont, c'est des Wonder Woman, quoi. Et je trouve que c'est un modèle qui permet de rencontrer des gens extraordinaires que j'aurais pas forcément, que j'aurais pas rencontré si j'avais lancé ma marque en parapharmacie. Voilà. Donc je trouve qu'en termes de création de liens et de liens sociaux, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire pour ça. C'est une aventure aussi visiblement financièrement qui marche à tous les échelons. Donc pour la marque qui le fait et pour les vendeuses. Pourquoi tu penses qu'il n'est pas plus utilisé, ce modèle? Mais je comprends pas. Et je pense que c'est à cause de cette vision vieillissante de la vente à domicile. Aujourd'hui, on va plus se tourner vers des e-shops, des multimarques. Donc je pense que c'est vraiment un défaut de communication aussi dans les médias sur ce modèle qui est finalement
qui donne du pouvoir aux femmes, parce que bon, je parle beaucoup des femmes, hein, mais c'est vrai qu'on a énormément de femmes, et on parle aujourd'hui de l'empowerment des femmes. Ben, pour moi, c'est le modèle de l'empowerment des femmes. Donc, on entend que c'est un modèle qui a beaucoup de vertus, même s'il est peu utilisé. Tu nous as expliqué pourquoi. Le challenge principal, tu dirais, c'est quoi pour ce modèle-là? Nous, notre challenge, donc c'est très lié au développement de nos équipes, au recrutement de nouvelles conseillères. Et parce que je pense que peu de femmes, finalement, se font assez confiance pour se lancer dans cette aventure qui, encore une fois, est sans risque et qui est à temps choisi. Mais finalement, il y a aussi beaucoup la pression de l'entourage. Et puis un manque de confiance. Moi, je vois beaucoup d'amis me disent ah, mais moi je pourrais jamais faire ça. Mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Et je pense que voilà, les femmes ne se font pas assez confiance. Et on est loin de la vente. On est vraiment dans du conseil, dans du partage, dans de la recommandation de produits qu'on utilise au quotidien. Donc c'est à la portée de tout le monde. Enfin, on parle toujours avec le cœur des choses qu'on aime, et finalement c'est ça la vente à domicile. Mais il y a ce manque de confiance des femmes de se lancer là-dedans. Elles se disent non mais c'est pas pour moi. Et tu sens une différence entre les conseillères qui commencent, peut-être qui ont ces peurs-là, notamment de confiance en soi, et celles qui sont un peu plus chevronnées, qui ont peut-être des équipes? Mais oui, c'est assez fou parce que on voit les conseillères changer, et elles nous disent vous avez changé ma vie, mon entourage ne me reconnaît plus, j'ose parler en public grâce à vous, et ça va au-delà de l'aspect financier ou de l'aspect juste de la magie des produits. Enfin, c'est vraiment, elles se révèlent avec nous. On est un peu des révélateurs de talent, alors qu'elles ont ça en elles. En fait, nous, on fait rien. C'est juste qu'on leur donne l'opportunité de révéler ce talent, cette aisance en public, cette capacité à emmener les gens avec elles. Et nous, on est juste là pour être avec elles en leur disant « Nous, on croit en toi et toi, tu sais le faire ». Et donc, c'est hyper beau. Et encore une fois, ça va bien au-delà de la vente de produits. Merci beaucoup. Merci Cyril. À bientôt. À bientôt. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Élise, qui nous a raconté son incroyable transition du droit à la création d'une gamme de cosmétiques naturels inspirés par son héritage familial et sa passion pour les abeilles. J'ai particulièrement apprécié découvrir son modèle de vente à domicile, une méthode permettant non seulement de transmettre les bienfaits du miel aux futures consommatrices, mais aussi d'offrir une flexibilité entrepreneuriale impressionnante et sans risque aux vendeuses qui ont décidé de la rejoindre. Ce modèle repose sur le recrutement, la formation continue, l'autonomie des vendeuses et une proximité unique avec le client final, offrant ainsi une expérience authentique et personnelle, mais également une croissance à la fois rapide et profitable pour l'entreprise. Et enfin, je retiens tout particulièrement qu'Élise a démarré son entreprise en réalisant elle-même des ventes à domicile, ce qui lui a permis de comprendre directement les besoins et les défis de ses futures vendeuses. Elle continue de participer activement à ces ventes, non seulement pour rester connectée avec sa clientèle, mais aussi pour s'assurer que ses équipes reçoivent le soutien nécessaire pour exceller. Cette immersion dans le processus de vente lui permet de peaufiner son modèle d'affaires, garantissant ainsi une croissance durable grâce à la réplicabilité et en soutien adapté à ses vendeuses avec les bons outils, que ce soit le CRM adapté ou encore toute la logistique nécessaire. Et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager à 2 ou 3 de vos amis qui pourraient avoir un intérêt, ou mieux, organisez chez vous une soirée d'écoute avec vos amis comme Élise organise les ventes à domicile. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet genilem.ch.